Alors, donc, on prépare avec, la communication de Guilhem Ferragut. Donc on a, une prochaine proposition qui s'intitule «Les formations algorithmiques, une notion pour comprendre la relation entre sujet et machine». Donc Guilhem vient donc de l'université de Campinas au Brésil et l'université de Turin en Italie, mais elle va communiquer en français. Voilà. Guilhem, je te laisse la parole. Oui. Euh, vous m'écoutez? Oui, bien. Oui, C'est oui, bon? oui. Bien. Bonjour. Je peux partager ici. Et Yen, si tu peux, parce que moi, j'arrive vraiment pas à donner les Ah oui, droits. excusez-moi. Pas de problème. Il n'y avait que moi qui pouvais le Pas de faire. problème. Normalement, c'est bon. Alors, oui. Juste pour Alors, répondre à Doris, le temps que Guilhem prépare sa présentation, oui, on va laisser les enregistrements disponibles sur le site d'Adal et notamment sur le YouTube d'Adal. On va publier dans les meilleurs de délais toutes les conférences et communications. Voilà. oui. Ok, Guilhem, tu peux commencer. Oui. Bonjour à tous. Je suis Guilhem, doctorant en linguistique à l'UNICAMP et en Portugal avec l'Université de Turin, où j'ai fait le doctorat en monétique numérique. Au Brésil, je suis sous la supervision de Cristiane Dias et en Italie, sous la supervision de Raquel House. Je travaille que je vais présenter aujourd'hui s'appelle les formations algorithmiques, une notion pour comprendre la relation entre sujet et machine. Alors, les problématiques liées au numérique qui font partie de notre travail, de nos travaux depuis le master. Par conséquent, nous pensons que la principale caractéristique qui différencie la matérialité numérique d'autres est la circulation. Pour Orlandi, les processus de production de discours impliquent trois moments également pertinents. Sa constitution, à partir de la mémoire de dire, intervenant dans les contextes historiques plus larges, la formulation dans des conditions de production et des circonstances d'énonciation particulières, et sa circulation qui a lieu à un certain moment et sous certaines conditions. Alors, autrement dit, le rapport entre le numérique et la constitution se fait dans les discours et la répétition de la mémoire métallique met cette constitution en suspens. Concernant la formulation, on peut dire qu'en numérique, tout se passe au niveau de la formulation, car il n'y a pas d'historicisation des sens. Concernant la circulation, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle se déroule selon les algorithmes qui régissent chacun des sites Internet, blogs, réseaux sociaux, programmes de développement, etc. Autrement dit, il y a dans la circulation numérique une injonction ou répétable à la stabilité des sons. On peut même dire que grâce aux algorithmes, la formulation numérique se fait en fonction de la circulation. Les contenus qui alimentent les numériques sont créés dans un format qui permet une meilleure circulation sur les réseaux. Alors, en pensant à ces spécificités de la circulation numérique, nous avons créé la notion de formation algorithmique. Pour nous, une formation algorithmique est tout ce qui peut et doit être tapé, recherché, cliqué, consulté, partagé, parlé, écouté, regardé et lu par les numériques.
il est important de souligner que dans la définition de l'information algorithmique, nous utilisons le mot numérique et non Internet ou informatique ou moyen de communication numérique. Le numérique que nous utilisons renvoie au discours dans sa matérialité numérique, c'est-à-dire les faits entre sujet et technologie qui, selon Diaz, 2011, est constitué à partir de l'événement technologique du XXe siècle, celui de l'informatique, provoquant des changements dans les champs des sociétés, dans les sphères administratives, politiques, économiques. Il change aussi des relations sociales, nouvelles formes de relations sociales à travers les médias sociaux. Il change la connaissance et sa diffusion avec des wikis comme Wikipédia et des systèmes collaboratifs. Tous ces éléments constituent la matérialité du discours électronique, la matérialité numérique. Alors, nous soulignons aussi que lorsque nous utilisons les mots « parler », lorsque nous disons que les formations algorithmiques sont tout ce qui peut et doit être tapé, etc., par les numériques, et non les mots dans les numériques. On déplaçait la notion numérique comme support ou, autrement dit, les écrans qui nous permettent d'accéder à ce qui est dans le numérique. En effet, comme l'affirme Henry, 1986, lorsque nous traitons du numérique, ce qui change n'est pas notre rapport au monde physique, mais au monde de la pensée. Une telle voie nous conduirait, selon le même auteur, au matérialisme de la pensée. Pour Orlandi, cela implique nécessairement de réfléchir aux conditions de production de cette autre conception de la pensée qui surge avec le numérique. Ainsi, avec le numérique de la pensée, avec le matérialisme de la pensée, on peut penser le matérialisme du langage et du monde. Dans leurs relations, affectant ainsi ce que nous traitons comme matérialité ou geste d'interprétation, d'où geste d'interprétation. Autrement dit, quand on pense au numérique, on est aussi capable de penser au geste d'interprétation que les sujets produits dans le monde, traversés par ce numérique. Ou encore que le discours numérique est dans le monde et est une forme de pensée qui traverse l'interprétation des sujets. Avec cela, ce que nous disons, c'est que le numérique traverse les sujets et ses effets peuvent être analysés même si nous regardons en dehors des écrans. Cet effet était déjà prévu par Auroux, 1998, lorsqu'il prévenait que les technologies de langage informatique utilisant tout ce qui, dans les produits de grammatisation, s'y prête au traitement automatisé, notamment les grammaires et les dictionnaires. Et il n'est pas difficile de prédire que, sous leur pression, la forme et le contenu de ces instruments tendront de plus en plus à se conformer aux exigences de traitement automatique. Avec cela, l'auteur anticipe qu'avec le temps, les formes de communication entre les sujets commenceraient à se modeler en fonction de ce qui pourrait lire les machines. Cela nous amène à l'affirmation d'Idi en 2018, selon laquelle l'homme est devenu une extension de la machine et non l'inverse. Ainsi, les formations algorithmiques sont en effet de la relation sujet-machine-sujet. Dans une recherche Google, les milliards de résultats qui s'y trouvent sur les pages de moteur de recherche font partie de ces formations algorithmiques. Toute formation algorithmique, c'est ça. Toute formation algorithmique est une mémoire numérique potentielle, puisque réussissant à échapper ou répétable, elle peut être incluse
dans l'interdiscours à travers elle, bien que cela ne se produit pas toujours. Et resignifier la formation algorithmique répétée jusqu'à l'épuisement peut à nouveau être comprise comme une formation discursive, puisque ces rapports n'est plus donnés par la répétition de la mémoire métallique, mais pour l'apport à l'interdiscours. Ayant fait ces cheminements théoriques et analytiques, nous pensons avoir réussi à soutenir notre propos sur les formations algorithmiques dans les temps, leurs besoins au cours du processus d'analyse et de réflexion sur le numérique. Bien que le fait que l'on appelle ce qui résultait d'une recherche Google formation algorithmique semble être un simple changement de nomenclature, nous défendons que ce geste est le début d'un mouvement qui se montre que le numérique, qui vise à montrer que le numérique, autant que par les machines, est aussi fait des sujets. Alors, cela dit, pour notre analyse, nous regarderons une vidéo du président Brésil, Jair Bolsonaro, qui a été retirée des ondes de YouTube. Dans la vidéo, le président affirme que les personnes complètement vaccinées développent le sida beaucoup plus rapidement que prévu. Nous ne nous arrêtons pas à l'analyse du discours de Bolsonaro, mais au fait de sa vidéo a été effacée et comment cela représente ce que nous définissons comme des formations algorithmiques. Qui représente l'interdiction de cette vidéo? Au départ, on pourrait dire qu'une fois retiré des ondes, il ne peut pas faire partie des discours qui composent le numérique. Cependant, il y a une autre caractéristique du numérique à laquelle nous devons prêter attention. Le fait que les formulations dans cette matérialité sont faites en fonction de sa capacité de circulation. Bien que ces vidéos aient été supprimées des principales plateformes et réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, Instagram, le mensonge raconté par le président n'a pas cessé de circuler, que ce soit par les biais d'informations niant la relation entre le sida et la vaccination ou par des coupures de cette vidéo qui ont circulé sur des applications comme WhatsApp, alimentant des groupes soutenant Bolsonaro. En outre, il est important de noter que le fait de la vidéo a été exclue des plateformes ne l'a pas empêché de circuler. C'est à ce stade qu'il nous semble important de renforcer qu'une formation algorithmique circule par le numérique et non dans le numérique. Autrement dit, même si elle n'est plus présente dans le numérique, le discours qui traverse cette vidéo continue de circuler. Un autre effet descend pour les bannissements de la vidéo des plateformes peut être qu'elles ne laissent circuler que des vérités à travers leur réseau. Mais tout ce qui est sur YouTube, est-il vrai? La réponse à cette question ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons souligner, c'est que l'exclusion de la vidéo peut nous amener à penser que YouTube ne permet aucun mensonge sur la plateforme, qu'il prend soin de tous les contenus qui circulent en faisant une curation très précise de ces matériels.
C'est à ce stade qu'il nous semble important de souligner que nous ne pouvons pas oublier que l'idéologie passe aussi par le numérique, les algorithmes qui déterminent sa circulation et les sujets qui ont accès à ces discours. Supprimer l'idéologie de l'équation qui aboutit aux effets des sens, c'est croire que tout peut être dit, écrit ou enregistré dans le numérique, ce qui n'est pas vrai. Pour mettre en évidence cette relation de la technologie et du sujet avec l'idéologie, nous pensons à la notion de formation algorithmique. Après tout, qui apporte de l'idéologie? Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Ici, c'est une petite bibliographie et mon adresse électronique. Merci. Merci Guilherme pour cette présentation. Je passe la parole à Yannick qui va présenter les prochains panélistes. Donc, Oui, donc nous aurons les plaisirs d'entendre maintenant Shangao. Je crois que je l'avais déjà vu. Est-ce que vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Très bien, on vous entend Oui. très bien. Et donc, Shangao qui va nous présenter la communication intitulée « Quand les nouveautés langagières rencontrent les microblogs, une approche écologique adaptée pour collecter et analyser des tweets dans une perspective comparative ». Je vais vous donner, cette fois je n'oublie pas, je vais vous donner les droits des partages d'écran. Normalement, c'est bon. Très bien, on voit votre présentation. On ne vous voit pas, par contre, on voit, en tout cas, moi, je vois l'écran noir. J'ai quand même ouvert le vidéo, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé avec d'autres personnes qui partageaient la vidéo, mais qui ne fonctionnaient pas. Thaïs, tu vois aussi en noir son écran? Oui, c'est aussi en noir pour moi. Si j'arrête le partage et puis je vais... réessayer, mais sinon, on vous entend très bien, donc c'est quand même mieux si on peut se voir, mais sinon, c'est pas grave. Alors... Donc, vous avez 15, maximum 20 minutes. Je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Non, on voit toujours en noir, mais ça m'est arrivé avec une autre collègue, je ne sais pas à quoi ça tenait, mais allez-y, on vous entend très bien. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais remercier les membres du comité organisateur pour leur invitation au colloque et donne cette opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis docteur en sciences du langage et je suis attachée maintenant au laboratoire de CCM, conception, création, médiation de l'Université de Franche-Comté. Dans notre recherche doctorale, nous avons développé une comparative portant sur les nouveautés langagières chinoises et françaises dans le cadre de leur utilisation sur les réseaux sociaux numériques, plus particulièrement sur 2 microblogs. Et nous proposons dans cette communication de retracer notre cheminement de constitution de corpus en apportant les difficultés rencontrées. Et cette communication s'inscrit dans l'axe 1 du colloque. Notre travail a un double axe. L'un est le choix des nouveautés langagières de sujets d'étude, l'autre intérêt pour les réseaux sociaux numériques comme support d'analyse. Notre questionnement de départ est de nature linguistique. Dans la société chinoise, les nouveaux mots et expressions et leur usage en ligne ou hors ligne attirent l'attention et sont attestés dans les discours médiatiques. Nous sommes intéressés aux productions comparables en France avec l'objectif d'examiner ces phénomènes dans 2 contextes socio-culturels et linguistiques différents. Nous nous sommes orientés vers des travaux chinois et français consacrés au néologisme. Et nous nous sommes demandé si les phénomènes langagiers que nous avions créés constituaient une catégorie de néologisme et comment prendre en compte les différences importantes entre les 2 langues. Au terme de l'examen complexe du néologisme, nous avons été convaincus que la formation et la circulation des nouvelles productions langagières ne relèvent pas d'une dimension purement linguistique, culturelle et communicationnelle.
Nous avons mis en lien ces phénomènes langagiers avec les dispositifs dérivés de zéro et les pratiques personnelles des internautes en tant que créateurs et usagers. Nous avons pu mettre en relief certaines caractéristiques communicationnelles en nous appuyant sur les travaux chinois, français et anglophones, par exemple ceux de Zhou sur la web linguistique et ceux de Crystal sur Internet Language. En tant que préciser notre projet, les nouveaux mots et expressions utilisés dans les communications interpersonnelles, notamment en ligne, bénéficiant d'une densité, une ampleur de diffusion dans une durée relativement courte. Faute d'avoir trouvé une appellation unanime chez les chercheurs, et nous avons fait le choix de dénommer nos objets nouveaux langages en contexte numérique et de mener une observation sur les réseaux sociaux numériques. Dans la dernière décennie, les réseaux sociaux numériques ont introduit des changements dans les manières de produire, de se procurer et de partager des informations, ainsi que dans les modes de relation. Leur technologie évolue ainsi que leur définition. Selon des auteurs comme Dana Boyd, Nicole Ellison ou Dan Hastings, les réseaux sociaux numériques sont des moyens de communication en ligne par lesquels les utilisateurs s'expriment entre eux en disposant préalablement d'une identité. Par les réseaux sociaux numériques, nous avons choisi le microblog, une sorte de plateforme permettant aux utilisateurs de communiquer instantanément à travers un message limité à l'origine à 140 signes. Cette forme concise a servi souvent à différencier les microblogs aux réseaux sociaux numériques. Pour pouvoir observer un dispositif semblable en prenant en compte les situations d'utilisation des microblogs dans les deux pays, nous avons choisi Sina Weibo, plateforme chinoise, et Tweet, version française. Le nom de Sina Weibo est composé par deux termes. Sina qui renvoie au nom de la compagnie de et Weibo qui signifie microblog. Le service de Sina Weibo a été lancé en 2009 suite au blocage de Facebook et Twitter en Chine. Il est devenu le microblog le plus populaire en Chine et considéré comme le Twitter chinois à l'international et dispose aussi d'une version anglaise. Le service de Twitter a été créé en 2006 par une entreprise américaine. Son nom se réfère aux casouillis d'oiseaux qui sont courts et rapides. Selon les statistiques datant de 2020 par l'agence Social, Twitter est au premier rang des microblogs utilisés en France. Nous avons ensuite formulé notre hypothèse principale comme suit. La création et la circulation des nouveautés langagières dépendent de la pratique des internautes et de l'environnement du dispositif sur lequel apparaît cette pratique, quels que soient les pays et les langues. Nous abordons maintenant les questions portant sur le corpus et la méthodologie. Pour apporter cette recherche dans une perspective comparative, un ensemble de questions s'est posé concernant la constitution d'un corpus au sein d'une production très abondante. Nous devons prendre en compte deux langues, deux contextes technologiques et sociaux, deux pays qui n'ont pas les mêmes enseignements et diffusion. Et nous avons peu à peu affiné nos démarches en tenant compte de l'environnement discursif et technologique. La première question concerne le choix du type de données. Pour dégager les caractéristiques linguistiques et comparer les procédés de production, nous avions besoin d'isoler les nouveautés langagières. Et pour analyser un corpus en relation avec les microblogs, nous avons recueilli des productions typiques de la plateforme, autrement dit, les tweets contenant ces nouveautés langagières. Nous avons procédé par échantillonnage et filtrage successif en vue d'une étude qualitative. Le deuxième point à résoudre est l'identification et la délimitation du corpus, ou plutôt des corpus. En effet, étant donné que notre objectif est de comparer les nouveautés langagières sur le plan linguistique et discursif, nos corpus sont de deux types. Un corpus regroupant des nouveautés langagières isolées, extraites de tweets que nous nommons corpus de liste, et d'autre part, un corpus constitué de tweets que nous nommons corpus de tweets. Nous allons surtout évoquer ici les démarches de collecte de corpus. Les tweets, qui sont un discours numérique caractérisé par son environnement techno-relationnel, exigent l'adoption d'une méthodologie adaptée pour laquelle nous nous sommes référés notamment à Repple-Touré, Bavo et Longhi. L'étude de Repple-Touré sur l'environnement technologique de tweets et son influence sur l'écriture des tweets
nous a incité à prendre en considération les éléments extralinguistiques, socio-techniques, et nous avons retenu le hashtag comme signe de l'environnement technologique susceptible d'engendrer à son tour de nouvelles créations. Nous avons retenu également les enseignements de Pavot qui préconisent d'adopter un point de vue écologique, puisque les éléments environnementaux sont inséparables des éléments linguistiques contenant particulièrement le discours numérique, et que l'extraction des contenus verbaux ne permet pas d'accéder à un environnement qui fait sens. L'on quitte l'extraction, mais sacrifie les éléments spécifiques et s'appuie sur une analyse quantitative outillée informatiquement. Bien que nous ayons très attirés aussi par cette démarche, mais nous ne disposons pas de moyens pour stocker les tweets en ligne et ne participons pas à un projet collectif comme la plateforme IDEO 2017. Nous avons obtenu une option de recueil d'échantillons pour une analyse qualitative. Les caractéristiques techno-relationnelles du microblog et notre analyse discursive nous ont amenés à appliquer une méthode mixte combinant l'extraction du tweet et la capture d'écran. L'extraction a le but de faciliter les analyses et la capture d'écran de renvoyer à l'environnement des tweets. La constitution du corpus de tweets dépend préalablement, comme nous l'avons dit, du corpus de nouveautés langagières pour lequel nous voulions retenir des termes déjà cautionnés par un métadiscours autorisé afin de disposer d'un critère de sélection au sein d'une masse considérable de production et d'échapper au risque de subjectivité. Le compte chinois est plus familier pour nous. Et nous avons débuté la collecte en nous référant aux listes des termes sélectionnés lors d'activités organisées par des institutions qui établissent des palmarès de mots. Ces palmarès nous ont permis d'établir les critères de sélection, à savoir la nouveauté, la popularité et la fréquence d'utilisation. Pour le repérage des mots nouveaux en français, il n'y avait pas d'activité institutionnelle comparable. En conservant les 3 critères établis, nous avons créé des nouveautés langagières françaises à partir des nouvelles entrées annuelles de dictionnaires de langue, le Robert et Larousse, telles que rapportées par les articles de médias français afin de limiter les entrées. Nous avons également limité la période d'observation du mois d'août 2009 au mois de décembre 2017. 2009 est l'année de fondation du microblog Sina Weibo, plus tardivement que Twitter, qui a été créé en 2006. Pornal, 2017 est l'année où, un peu plus tard que Sina, Twitter a annoncé le passage de 140 à 180 signes pour un tweet. Pour constituer le corpus de tweets proprement dit, nous avons décidé d'observer les tweets populaires contenant les termes issus de notre corpus de liste sous la forme hashtagée et de suivre les orientations de l'approche écologique de Pavot en adoptant présentation par capture d'écran. Certes, cette présentation par capture d'écran a aussi ses limites. Il est impossible pour les chercheurs d'accéder aux mêmes interfaces d'interaction que les usagers, mais plusieurs options sont possibles. En prenant le cas du mot valise attachant sur Twitter, nous pouvons constater que la capture d'écran d'un tweet concerne des niveaux différents. Sur l'écran à gauche, un des niveaux correspond à la capture d'un tweet présent dans le fil de résultats de recherche d'un compte, et à droite, l'affichage d'un tweet avec les interactions du tweet sur la page d'un compte correspondent à un autre niveau. Ces différents éléments montrent qu'il est nécessaire de choisir la portée d'affichage d'un tweet. Nous avons aussi remarqué qu'il est impossible d'afficher dans la présentation capture d'écran toutes les interactions d'un tweet si les retweeter à une grande échelle. En plus, la capture d'écran est un support non éditable qui est difficile à exploiter en grande quantité sans extraire les éléments. Nous pouvons tirer de cela la conclusion que le choix d'affichage doit être en relation avec les objectifs de recherche. D'autre part, nous avons déjà signalé que nous nous sommes appuyés sur la fonction de groupement de hashtag et son fil du temps pour collecter notre échantillon de tweets, car cela nous permet d'accéder à une source relativement restreinte, mais ouverte à tous les usagers du microblog, y compris les usagers observateurs comme nous. En nous basant sur la fonctionnalité relationnelle d'un hashtag,
Nous pouvons déterminer, pardon, nous pouvons, ça affiche pas, il revient. Nous pouvons déterminer présenter un affichage simple comme celui-ci. Cela nous permet de nous concentrer sur le corps du message d'un tweet où les éléments textuels et contextuels sont. Aux questions concernant l'affichage s'ajoutent aussi celles qui concernent le choix des éléments. Les plateformes de microblogs favorisent la transmission des messages et donc la circulation de nouveautés langagières, notamment par les fonctionnalités relationnelles telles que les retweets avec ou sans commentaire. Les réponses. Il ne faut pas oublier les attachements d'un tweet, images et vidéos, où on peut aussi repérer la présence des nouveautés langagières dans les présentations des comptes. Les éléments constitutifs du microblog offrent en effet différentes possibilités d'utilisation d'un terme. Nous nous demandons s'il est convenable de prendre en considération seulement le corps de message sans faire de distinction entre un tweet et un retweet. Nous prenons deux exemples dans notre corpus issus d'un résultat de recherche affiché dans le fil des résultats de notre compte. Ici, d'un retweet à commentaire dans lequel se trouve respectivement le terme chinois Gao Da Shang qui signifie luxueux et l'expression française de nu comme instinct. Dans le corpus, nous considérons chaque fois l'ensemble comme un nouveau tweet et non un retweet avec commentaire. Notre constitution du corpus de tweets a pour objectif d'observer le rapport entre les termes choisis et leur contexte dans un environnement techno-discursif. Nous allons donc non seulement prendre en considération le contenu du message, mais aussi l'ensemble des éléments constituant un tweet, comme par exemple le pseudo de l'abonné, la date du tweet, les options relationnelles marquées par les mots consignes. Concernant les éléments visuels et audiovisuels, le recueil et l'analyse des vidéos et des images GIF nécessitent l'application de méthodes spécifiques et peuvent aboutir à une collecte volumineuse. D'autre part, nous intéressons principalement à la production native du microblog et non à l'analyse du contenu audiovisuel et des images qui sont produites ailleurs. Les tweets contenant des images ne feront pas partie de nos choix. En revanche, nous conservons les images fixes pour pouvoir observer la relation entre elles et le corps. Par ailleurs, pour le respect du droit à l'image, nous n'avons pas collecté de tweets contenant des selfies ou des portraits. Le repérage des emplois d'une nouveauté langagière est principalement conditionné par la mise en relation concrète de chaque microblog. Autrement dit, les fonctionnalités à travers lesquelles se manifestent les interactions. Par exemple, à la différence de Twitter, pour chercher un mot-clé, les pages de résultats de Sina Weibo affichent par défaut prioritairement le contenu textuel d'un tweet sans prendre en considération les occurrences d'utilisation du mot-clé dans les réponses. Sur Twitter, ce n'est pas le même cas. Les réponses sont affichées de la même manière que les retweets, comme dans le tweet à gauche sur l'écran. Ainsi, en prenant en considération les fonctionnalités respectives de Sina Weibo et Twitter, nous avons décidé de collecter les tweets, y compris les retweets, avec le corps du message contient les termes que nous choisissons d'observer et d'éliminer les occurrences d'utilisation des termes dans la rubrique et les noms et les pseudonymes des comptes. Viennent ensuite les questions de la taille de l'échantillon. Combien de nouveautés langagières à observer tweet et combien de tweets pour chacune des nouveautés langagières. Nous avons envisagé une analyse qualitative d'un échantillon significatif qui permet d'observer de façon approfondie l'évolution de sens de quelques nouveautés langagières sur deux plateformes et non de traiter leur masse. De ce fait, nous avons jugé pertinent de collecter pour chaque terme dit tweet à analyser. Ce choix d'une quantité très limitée convient à la démarche exploratoire que nous adoptons et aux études de cas que nous envisageons de mener. Pour le corpus de tweets, nous avons limité notre période d'observation de 2010 à 2020. D'une part, cette période englobe les années d'intégration des nouveautés langagières élues. D'autre part, l'année 2010 marque le plein essor des réseaux sociaux numériques, y compris les microblogs.
Dès lors, il est intéressant de voir les droits des nouveautés langagières avec une croissance importante des utilisateurs. Le critère du temps d'observation jusqu'en 2020 permet d'évaluer la vitalité de ces nouveautés langagières. Pour le corpus de tweets, nous avons donc choisi respectivement 7 termes en chinois et en français et en tout 60 tweets dans chaque langue pour une analyse discursive. Nous ne pouvons développer cette analyse ici, mais en indiquant quelques résultats. Pour une analyse discursive comparée, nous avons établi une association privilégiée entre les fonctions des hashtags et les nouveautés langagières. Le hashtag est doté d'un lien texte intégré qui renvoie à l'ensemble des messages regroupés sous le même thème et permet de créer un réseau relationnel ouvert. Nous avons obtenu plusieurs résultats appréciables que le tableau à l'écran récapitule. Une fonction Moi, Chao essentielle... Gan, et il vous reste 3 minutes pour conclure. Oui, pas de problème. Merci. Une fonction essentielle est celle de redocumentation définie par Bavo. Les hashtags ont valeur de travail générés automatiquement par suite de l'interaction de l'usage avec le système. Ces traces permettent de rechercher et classifier les tweets contenant le même hashtag. À travers l'observation des relations entre les hashtags et les autres éléments du tweet, nous arrivons à distinguer des rôles différents du hashtag. Dans le corpus chinois, nous avons identifié 3 catégories de hashtags. Un hashtag principal ayant plutôt une vocation thématique globale. Un hashtag auxiliaire n'associe qu'un contenu de tweet. Un hashtag de promotion employé pour répondre à l'algorithme du système est destiné à augmenter la visibilité d'un tweet. Pour le corpus français, les hashtags sont reliés à 3 objectifs pragmatiques principaux. Les hashtags polémiques expriment un point de vue, les hashtags informatifs transmettent des informations, les hashtags exhortatifs appellent à agir. Ces fonctions identifiées nous ont permis d'obtenir 2 résultats principaux relatifs à la circulation d'une part et à l'évolution sémantique d'autre part. Premièrement, nous avons confirmé notre intuition que Twitter favorise la circulation des nouveautés langagières, ce qui se manifeste sur plusieurs dimensions. Un tweet peut être dirigé vers plusieurs fils internes différents ou vers une plateforme externe comme des sites web. Dans le premier cas, une circulation intercommunauté est favorisée par la coexistence hashtag. Dans le deuxième cas, une circulation élargie se réalise surtout par des hyperliens relatifs intégrés dans un tweet. Cette relation hyperactuelle est plus sur Twitter. Nous avons également repéré des identités variées de comptes et constaté aussi bien un usage personnel qu'un usage public et institutionnel des nouveautés hashtagées. En ce qui concerne les types de discours pratiqués, nous avons distingué par exemple le discours de marketing, formation médique, le partage de connaissances encyclopédiques. Deuxièmement, nous avons bien constaté une évolution du sens des nouveautés langagières qui accompagnent la circulation à la fois intra- et extra-plateforme. Sur Sina Weibo, cette évolution est marquée par une forte interprétation personnelle, alors qu'en France, ce sont des emplois dans des contextes différents qui sont remarquables. Nous nous sommes attachés dans cette communication à reparcourir le cheminement qui nous a dit de constituer les corpus. Nous avons évoqué nos questionnements, nos difficultés et avons tenté de justifier nos choix et d'expliquer comment nous avons pris nos temps pour établir les conditions d'une comparaison valide et pour disposer d'échantillons significatifs. Pour une analyse discursive, les observations des nouveautés langagières hashtagées utilisées dans des situations de communication variées nous a mené à la conclusion des nouveautés langagières accompagnées par une évolution sémantique et beaucoup favorisée par l'environnement techno-relationnel du microblog et les des usagers. Par ailleurs, au cours de la constitution du corpus de tweets, nous avons appris qu'une approche écologique ne se limite pas à la collecte et à l'analyse du corpus, mais exige aussi de la part du chercheur une participation active. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais donner tout de suite la parole à ma collègue Thaïs pour introduire la dernière intervention. Très bien. Donc, nous allons maintenant entendre Alice Cerbron
j'espère avoir bien prononcé, qui va nous présenter la communication Are they straight OK, une analyse linguistique multimodale des discours critiques sur l'hétérosexualité sur Twitter et Instagram. Alice, donc, qui est à l'Université de Paris et aussi à l'Université des Greifswald. Pareil, je ne sais pas si bien prononcé. Donc, Alice, je vous laisse la parole. Yeni, ma collègue, va vous autoriser le partage d'écran. Oui. Alice, est-ce que vous pouvez parler pour que je sois Est-ce que sûre vous de la... m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Donc, là, Ok. c'est bien. Vous... Ok. Est-ce que je peux déjà commencer à partager? Oui, normalement, c'est bon. Ok. Alors, je crois que je vais le laisser comme ça pour éviter qu'il y ait des petits soucis de que l'écran ne s'arrête pas. Donc voilà, je m'appelle Alice Cesbron. Je travaille sur une thèse qui s'intitule Are the Straight OK, une analyse linguistique multimodale des discours critiques sur l'hétérosexualité sur Twitter et Instagram. Donc comme vous venez de le dire, je suis en co-tutelle à l'Université de Paris et l'Université de Greifswald en Allemagne. Et donc aujourd'hui, je voulais parler du processus de collecte de mon corpus jusqu'à la préparation des données pour l'analyse et plus précisément des défis que j'ai rencontrés durant toute cette phase préanalytique. Donc, je vais commencer par présenter mon objet ainsi que mes questions de recherche. Ensuite, je présenterai mon corpus et mon cadre théorique très rapidement. Puis je parlerai des défis que j'ai rencontrés durant le processus de collecte de mon corpus, puis de la préparation des données, afin de montrer comment mon sujet a été amené à évoluer, quelles limites j'ai rencontrées et quelles concessions j'ai dû faire. Donc, je désigne mon objet d'étude par le terme discours critique sur les personnes hétérosexuelles pour parler d'une tendance de discours dont les personnes hétérosexuelles font l'objet sur les réseaux sociaux, qui a émergé il y a environ 2 ans sous différents noms, mais dont les variations partagent le même but qui est d'opérer un renversement du stigmate, c'est-à-dire faire passer les hétéros, entre guillemets, pour ceux qui ne sont pas normaux, entre guillemets. Et donc, j'ai ciblé ces discours sur 2 plateformes, sur Twitter, en utilisant des mots-clés, et sur Instagram, à travers 2 comptes spécialisés sur le partage de contenu appelé hétérocringe. Et donc, si vous ne savez pas ou si vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène hétérocringe, c'est utilisé comme adjectif ou parfois comme nom pour désigner le contenu Internet faisant une représentation gênante ou toxique de l'hétérosexualité ou de l'hétéronormativité d'un point de vue LGBTQ+. Et donc, il peut s'agir de mèmes, de captures des réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, de citations aussi. Et donc là, j'ai mis une photo d'un espèce de mème qui représente un peu le type de contenu que c'est. Donc ce discours, les discours qui critiquent l'hétérosexualité, ça existait bien sûr de manière informelle sur Internet depuis très longtemps. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces discours-là ont commencé à conglomérer et à prendre de l'ampleur en 2019 avec donc la création d'un compte Instagram qui s'appelle @heterocringe. Et donc ça, c'était début 2019. Et fin 2019, la création d'un subreddit dont j'ai mis la capture à côté, qui s'appelle Are the Straight OK? Donc ça, c'était fin 2019. Et donc, à partir de Reddit et de Instagram, ces discours se sont étendus à d'autres plateformes comme Twitter, mais aussi TikTok, où on entend parler de straight TikTok, et aussi YouTube, où on va retrouver des vidéos de réaction au straight TikTok, donc des YouTubeurs qui vont se filmer en train de regarder ces vidéos et réagir, et la même chose, des vidéos de réaction au contenu hétéro-cringe du compte dont j'ai parlé. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de regarder qu'est-ce qui est pointé du doigt dans l'hétérosexualité et l'hétéronormativité par ces discours, quelles sont les attitudes adoptées vis-à-vis de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité,
quelles sont les stratégies discursives et outils linguistiques utilisés pour le faire. Et comme je travaille aussi sur plusieurs langues, mes données sont en plusieurs langues, je voulais regarder si on pouvait trouver des discours transnationaux. Donc, en ce qui concerne mon corpus, comme je l'ai dit, je travaille sur Twitter et Instagram. Donc, j'ai un sous-corpus Twitter basé sur des mots-clés comme The Straight, Straight People et les hétéros en français. J'ai utilisé l'extracteur de tweet Tags, donc qui repose sur l'API de Twitter. Ma collecte s'est déroulée de août 2020 à mars 2021. J'ai au jour d'aujourd'hui, environ 165 000 tweets, mais le chiffre n'est pas arrêté parce que le nettoyage est plus ou moins en cours. Ces données-là sont en anglais et en français. Et d'un autre côté, j'ai un corpus donc de données d'Instagram fait de 2807 posts en anglais, en allemand et un peu en français. C'est basé sur 2 comptes, donc le compte @hétérocringe dont j'ai parlé et le compte @germanhétérocringe, qui est une version allemande en fait de ce compte. Ces données-là ont été collectées grâce à Python et par contre, je n'ai pas les commentaires et voilà, ces données, je crois que je l'ai déjà dit, sont en anglais, français, allemand. Voilà. Très brièvement, donc sans rentrer dans les détails, j'inscris ma thèse dans le mouvement de la queer linguistics, dont l'objet est de rendre visibles les standards en matière de genre et de sexualité. Donc je compte effectuer une analyse qualitative en m'appuyant donc sur la critical discourse analysis, l'analyse du discours française, mais aussi l'analyse multimodale et je compte aussi effectuer une analyse quantitative en utilisant les outils de la linguistique de corpus, donc en regardant la fréquence, les mots-clés, les n-grammes. Et donc maintenant, je vais vous parler des défis que j'ai rencontrés durant toute la phase de création de mon corpus et donc de la préparation de ces données ensuite pour l'analyse. Parce qu'en fait, le sujet et l'objet d'études que je viens de présenter ont bien évolué par rapport à mon projet initial qui était de travailler sur la construction des hétérosexualités féminines sur Twitter et Instagram. Et donc, comme pour tout corpus, il m'a fallu définir des critères sur lesquels j'allais me baser pour collecter mes données. Donc, après avoir défini quels outils j'allais utiliser et quel type de recherche j'allais pouvoir faire en fonction de ma question de recherche, je me suis demandé mais comment ça s'indexe la féminité hétérosexuelle? Qu'est-ce que je peux exploiter afin de définir des critères de collecte? Et donc, j'ai divisé cette question en 2 sous-questions. D'un côté, existe-t-il un langage des femmes sur lequel je pourrais me baser? Et d'un autre côté, comment est-ce que l'hétérosexualité s'indexe dans le langage? Et donc, j'ai fait beaucoup de lectures. Et donc, ce qui est ressorti de mes lectures était d'une part que le concept de langage des femmes n'était pas fiable et était beaucoup trop vague, en fait, pour me servir de base pour définir des critères. Et puis, en ce qui concernait l'indexation de l'hétérosexualité dans le langage, il est possible d'identifier des mots-clés autour par exemple, du discours de la relation, du divorce, tout ce qui implique le couple, mais ça reste quand même très large et assez vague. Et les options étaient trop nombreuses au niveau de l'indexation de l'hétérosexualité, ce qui faisait que si je voulais prétendre, alors on a parlé un peu de représentativité et sur des corpus des réseaux sociaux, c'est une problématique sans fin, on va dire. Donc, si je voulais prétendre à un peu de représentativité, ça aurait impliqué que je collecte beaucoup de sous-corpus différents, que je fasse pour couvrir un peu toutes les différentes combinaisons de mots. Donc, en fait, il a été très vite clair qu'il fallait que je resserre mon objet d'étude et que j'identifie un objet délimitable grâce à quelques critères et mots-clés précis. Donc, à partir de là, j'ai recherché des tendances plus spécifiques en lien avec l'hétérosexualité sur les réseaux sociaux numériques. Et donc, je suis partie du compte @hétérocringe sur Instagram, que je connaissais déjà. Puis, j'ai découvert le subreddit. Et donc, je me suis rendu compte qu'il existait une convergence intéressante et que ces discours étaient plus faciles à délimiter grâce à des mots-clés.
car c'était un sujet moins vaste en fait. Et c'était plus facile à délimiter si je me basais sur le compte Instagram lui-même. Et donc, j'ai choisi de me baser sur cette thématique. Une fois que j'avais collecté les données, est arrivé le moment de faire le tri en quelque sorte, en particulier pour le cas de Twitter. Parce que en fait, voilà, quand on collecte des corpus de tweets, on peut avoir beaucoup de bruit dans les données. Non pas que ce soit des données de valeur moindre, mais j'avais énormément de tweets qui n'avaient rien à voir avec mon sujet de recherche en fait. Et non seulement j'avais beaucoup de tweets qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais j'avais aussi, c'est aussi très vite posé la question des retweets. Qu'est-ce que j'en faisais? Est-ce que je les intégrais? Est-ce que je les intégrais pas? Et pour faire ce choix, je me suis vraiment basée sur ma question de recherche qui était de ne pas forcément rendre compte du poids d'un discours, mais de faire l'état des différents types de discours sur mon objet de recherche. Et donc, j'ai décidé de ne pas les conserver dans mon corpus de travail. Je ne les ai pas supprimés à tout jamais, mais je n'allais pas les prendre en compte. Voilà. Et donc, comme je viens de le dire aussi juste avant, le nettoyage, entre guillemets, a été rendu assez complexe car certains logiciels, et Tags en l'occurrence, n'étaient pas très fiables pour collecter des expressions figées, c'est-à-dire que utiliser les guillemets pour collecter un syntagme précis n'était pas du tout fiable. Ce qui faisait que en anglais, je me retrouvais... en français, ça a été moins problématique parce que les hétéros, on ne parle pas de 3000 choses différentes, mais en anglais, je me retrouvais avec des tweets qui utilisaient le mot straight dans d'autres contextes, notamment dans l'expression by the straights qui est en rapport avec la Formule 1. Ou des erreurs en fait, d'expression dans l'expression in dire straits, qui normalement ne s'écrit pas GHT, mais juste avec un T à la fin. Donc voilà, il a fallu un peu essayer d'anticiper ces erreurs. Bon, déjà, j'ai fait une première lecture où j'en ai repéré certaines, et puis j'ai pu faire des recherches, à grande échelle pour supprimer des tweets qui n'avaient rien à voir. Et d'un autre côté, j'ai dû essayer d'en anticiper certaines et de faire moi-même, de tenter en fait, ce qui aurait pu ne pas marcher. Mais le problème, c'est que voilà, tout ça, c'était manuel et que j'avais quand même un gros corpus. Et donc, actuellement, voilà, je ne peux pas être sûre d'avoir tout enlevé. Il est fort possible qu'il me reste des tweets, il est fort probable qu'il me reste des tweets qui n'ont rien à voir avec ce que je cherche. Et enfin, un dernier point au sujet du tri des données est en rapport avec les considérations éthiques, notamment parce que lorsqu'on collecte, sur Tags, on collecte tous les tweets, même si le profil a été supprimé ou est en privé. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas garder les tweets qui venaient de comptes privés. Et le problème avec ce choix, c'est que pour savoir si un compte est privé, il faut cliquer manuellement sur l'URL qui est présent dans les métadonnées. Donc, voilà, je ne peux pas garantir sur le corpus total que je vais réussir à enlever tous les tweets qui proviennent de profils privés. Je vais réussir à le faire dans la mesure où une partie du corpus va être lue manuellement, mais pour la totalité, je ne peux pas du tout le garantir. Donc, ça sera forcément compté dans l'analyse quantitative. Et enfin, pour finir, je voulais parler donc, des défis que j'ai rencontrés dans la préparation de ces données en vue de l'analyse quantitative et dans une moindre mesure pour l'analyse qualitative. Car, on en a parlé aujourd'hui, les discours sur les réseaux sociaux présentent des formes assez hétérogènes. Et puis aussi, je travaillais en 3 langues. Et donc, ça m'a posé un peu des problèmes lorsqu'il a fallu choisir un outil lexicographique et lorsqu'il a fallu procéder aux étapes de part-of-speech tagging et de lématisation. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire part-of-speech tagging, c'est lorsqu'il faut apposer un tag qui indique la catégorie à laquelle appartient un mot, et la lématisation sert à identifier les lemmes des mots. Et donc ça, c'est particulièrement compliqué lorsqu'on fait face à des discours numériques, parce que souvent, les outils ne sont pas entraînés sur ces discours.
ils ne sont pas entraînés et donc, s'ils le sont, ils sont entraînés principalement que pour l'anglais. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé des outils qui étaient prêts pour l'anglais, mais rien pour le français ni pour l'allemand. Et donc, mon but étant quand même d'être la plus précise possible, je me suis demandé, bon, est-ce que je le fais moi-même? Donc, j'avais cherché des outils, je n'en ai pas vraiment trouvé, à part pour l'anglais. Puis en plus de ça, il fallait avoir des compétences informatiques pour utiliser ces outils ou pour peut-être entraîner soi-même des lemmatiseurs et des taggeurs. Ou alors, est-ce que je laissais faire par un logiciel lexicographique et dans ce cas-là, je devais faire une concession sur la précision, c'est-à-dire accepter qu'il y aurait des erreurs. Et donc, moi, j'ai fait le choix d'utiliser Sketch Engine, déjà très pragmatiquement parce que mes compétences informatiques étaient trop limitées pour lemmatiser ou entraîner des lemmatiseurs sur les discours numériques. Et puis aussi parce que, donc, comme je l'ai dit, les outils étaient disponibles qu'en anglais. Et surtout, ce qui m'a vraiment décidé pour Sketch Engine, c'était que ça lisait les emojis. Mais bien sûr, j'ai rencontré des erreurs dans mes premières phases d'analyse. Et en ce qui concerne l'analyse qualitative, lorsqu'il a fallu me préparer à l'analyse, je me suis demandé, là j'ai surtout rencontré des limites des questionnements sur toutes les données contextuelles, on en a parlé un petit peu avant, et comment, moi qui veux faire une analyse qualitative, comment j'intègre tout le contexte pour retranscrire un peu les données de manière les plus natives possible, et notamment dans le cas de Twitter, qu'est-ce que je fais des threads, des conversations dans lesquelles s'insèrent les tweets? Est-ce que j'ai la possibilité de les consulter nativement? Est-ce que je prends des captures d'écran, ce qui demande énormément de temps? Et puis Instagram, voilà, qu'est-ce que je fais des commentaires que je n'ai pas collectés actuellement? Il est également possible de les lire sur le site, sur les comptes en allant sur la plateforme, sur l'ordinateur en fait, si tant est que le compte est toujours là, parce qu'il se trouve qu'un des comptes, le compte @hétérocringe a été jugé problématique par la plateforme et a été supprimé. Alors, il y a entre-temps eu un backup, mais ce n'est pas le compte d'origine. Donc, les posts que moi, j'analyse existent théoriquement plus, en fait. Donc, voilà, c'était les limites en matière de méthodologie. Donc voilà, dans cette présentation, j'ai voulu un peu montrer comment mon idée initiale pour mon projet de recherche a été amenée à évoluer par le fait même d'avoir choisi les réseaux sociaux comme cadre d'études. Mais aussi pour essayer de se rapprocher des attentes de représentativité et de pertinence d'une telle étude sur les réseaux sociaux numériques. J'ai également voulu mettre en avant la problématique des corpus de grande taille issus de Twitter dans le cadre d'une analyse Quanticali, la réflexion éthique que cela a engagée dans mon cas. Et enfin, j'ai voulu parler des concessions que l'on est parfois amené à faire avec les corpus issus des réseaux sociaux numériques lorsque l'on travaille en analyse du discours, et aussi que l'on est moins formé à certaines techniques informatiques. Et donc, les concessions quant à la précision de l'analyse quantitative et aussi à toutes les données contextuelles auxquelles on n'a pas ou plus accès ou dont la collecte demande beaucoup de temps. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai ici quelques références bibliographiques. Merci beaucoup, Alice. C'était une présentation, je pense, qui a très bien clôturé les communications d'aujourd'hui parce qu'il me semble qu'elle résume assez bien toutes les problématiques, qu'on en parle des corpus en réseaux sociaux numériques, que ce soit la représentativité, la question linguistique, la question des logiciels, la question d'interprétation des données ensuite avec éventuellement des logiciels. Donc, il me semble qu'elle a été très claire de ce point de vue-là. Et là, on pourra regrouper des questions. Si vous avez des questions donc, à Alice, Guilherme et Champ, vous pouvez donc prendre la parole ou alors proposer des questions en discussion. Je vous laisse arrêter le partage parce que je n'arrive plus, je ne vois plus où c'est. D'accord. Où c'est. De pouvoir arrêter. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, ouais. Voilà. Peut-être Yenny ou
Ouais, j'avais les une question questions. s'il n'y a pas d'autres personnes. Donc, une question pour Shan. En fait, c'était votre approche comparative m'a semblé extrêmement intéressante. Mais pour être sûre de bien comprendre, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que c'était une nouveauté langagière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, ou approfondir un peu? Et une autre question, c'est plutôt une réflexion que je me posais sur, parce que vous avez parlé de l'analyse qualitative, c'est un peu comme Alice à la fin, donc c'est un peu les besoins de faire une analyse qualitative pour mettre en contexte, etc. Mais finalement, on a affaire à des corpus extrêmement massifs. Et donc, quelle est la pertinence de cette analyse qualitative alors que quand on fait du quali, on ne peut pas faire bien évidemment ce type d'analyse sur des corpus très grands. Donc, quelle est votre position à ce niveau-là? Si je peux permettre aussi, parce que j'ai exactement la même question, mais de façon... Donc, c'est intéressant parce qu'exactement la même chose nous sont venues en tête. Alors, juste pour Cham, pareil, sur les concepts de nouveautés langagières, je me demandais si ces nouveautés langagières, elles apparaissent dans l'environnement numérique ou est-ce qu'elles apparaissent en dehors de cet environnement numérique. Et ensuite, elles sont développées sur Twitter et sur d'autres plateformes. Et puis, pour Alice, la question, c'était justement celle de savoir comment choisir finalement quels sont les tweets ou les publications qui vont faire objet de notre analyse qualitative, sachant que on fait un nettoyage déjà assez conséquent qu'on en passe au quanti. Et puis là, quelles sont les publications qui finalement vont faire objet de la quali en fait. C'était un peu la même question pour Champ et peut-être Guilherme aussi pouvait rebondir sur ça aussi. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Tout d'abord, merci pour ces questions. Je voulais répondre premièrement pour la notion de nouveauté langagière. En fait, au début, j'ai inscrit dans la notion de néologisme, c'est-à-dire ce sont des nouveaux mots ou expressions créés, pas forcément en ligne, ce sont des nouveaux, plutôt, et pas forcément des nouvelles créations personnelles, c'est possible institutionnel. Donc, ce sont des nouvelles créations. Et ensuite, nous avons nommé nouveauté langagier et non néologisme. Premièrement, c'est parce que déjà sur la définition de néologisme, on a des opinions différentes. Ensuite, il n'y a pas les mêmes, on n'a pas une appellation unanime pour ces nouvelles créations. Et troisièmement, nous avons spécialement choisir nouveauté langagier parce qu'on a pris en compte non seulement les éléments linguistiques, parce que vous savez, dans les nouvelles créations, il y a aussi comme des émoticônes, il y a aussi des expressions qui passent déjà, comment dire, la longueur d'une expression. Par exemple, dans la langue chinoise, il y a des expressions qui vont le niveau d'une phrase. C'est dans ce contexte-là qu'on a nommé ces nouvelles créations comme nouvelles créations langagières. Et ils ne sont pas forcément créés en ligne, mais ils ont pourquoi on a choisi la plateforme Microblox, c'est on s'intéresse les utilisations dans un support numérique et relationnel, la circulation. Et puis, tout au début, on se demande est-ce que le dispositif favorise la circulation masse de ces nouvelles créations, qui favorise aussi la transmission, parce qu'on a vu, non seulement, on a constaté que c'est utilisé, parce qu'en tant qu'utilisatrice qui pratique sur les réseaux sociaux, dans notre propre usage, on a attesté les utilisations des nouveautés langagières par les internautes. Et ensuite, dans les médias, par exemple, dans des articles de presse, on rapporte, par exemple, l'entrée dans les dictionnaires des nouveaux mots, comme par exemple le IL qui est maintenant en discussion en France.
il y a aussi d'autres articles de presse. C'est ça les nouveautés langagières et c'est pourquoi on a choisi de faire une innovation sur les réseaux sociaux numériques, les situations d'utilisation des nouveautés langagières. Et concernant une approche native, tout au début, nous voulons appuyer sur, comment dire, entreprendre, c'est plutôt une approche outillée. On voulait voir, en appuyant sur des logiciels, de voir, par exemple, un itinéraire de la circulation des nouveaux langages, un terme, par exemple. Par exemple, si c'est premièrement, ou c'est un compte qui utilise très tôt ce terme, et comment on se demande si ce tweet est partagé ou commandé. On se demande si on peut utiliser un logiciel pour visualiser cette circulation, mais en fait, on a cherché et tout au début, il y a un logiciel convenable, mais ça, il a arrêté de développer du coup. Et ensuite, on se demande si on utilise ce genre de logiciel, c'est-à-dire on est obligé d'extraire les éléments. Est-ce que si on appuie sur un logiciel, est-ce qu'on s'inscrit toujours dans une analyse écologique? Pour cela, nous avons choisi de faire des captures d'écran. Mais comme j'ai montré tout à l'heure dans la présentation, dans la communication, que la capture d'écran a plusieurs limites. Et tout d'abord, c'est de définir quelle forme de truc on a choisi. Ensuite, de demander si on va prendre... Comme ce sont des nouvelles créations langagières populaires, c'est certainement, il y a une quantité de... déjà, c'est leur quantité d'interaction. Ensuite, c'est la quantité de tweets publiés simultanément par les autres usagers. Donc ça, ce sont des questions, pas des grandes difficultés pour nous. Finalement, on a choisi de limiter la quantité aussi. Tout au début, on a choisi le mot attachant pour faire une observation pendant une courte période. Et ensuite, on a fait des critères de filtrage, c'est-à-dire, par exemple, on a pour chaque année de 2010 à 2020, on essayait de prendre la date le 31 décembre. On observe sur une journée, est-ce que, parce qu'il y a sur Truth et sur Sinawebo, c'est différent, parce que sur Truth, si on met un mot-clé dans le moteur de recherche, on aura par exemple une cinquantaine de pages qui montrent qu'il y en a cette quantité de trucs qui utilisent le mot, mais le truc, vous savez, c'est affiché en ordre comment on dit. Et puis, il faut qu'on continue dans le fil, dans le tramline, dans le fil dedans pour voir, mais on ne peut pas avoir une quantité claire de trucs qui utilisent ces expressions qu'on a choisies. Ensuite, finalement, on a limité, c'est-à-dire on a 7 termes et pour chaque terme 10 tweets. Les 10 tweets, ce sont des tweets qu'on a appliqués dans le filtrage. Par exemple, chaque année, on a choisi spécialement un tweet pour montrer en même temps la vitalité. Et pour le choix des tweets, on n'a pas un critère, c'est-à-dire c'est un choix aléatoire. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Pour les deux questions. Voilà. J'imagine que je peux continuer. Ou je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, non, allez-y. Ok. Pour moi, la manière dont je décide un peu ce que je vais garder pour l'analyse qualitative, c'est ça part d'un aller-retour entre l'analyse quantitative et
et donc des débuts de lecture qualitative, en fait. D'une part, ce que j'ai pu commencer à faire, c'était de faire mon analyse quantitative, de les passer dans Sketch Engine et de commencer à repérer des éléments saillants. Parce que, en fait, c'est ça. Je définis un peu ce qui va rester en essayant de trouver des éléments saillants. Donc, en regardant déjà ce qui ressort dans l'analyse quantitative comme porte d'entrée, un peu. Et puis, d'un autre côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé juste à lire mon corpus, à prendre le début et puis à juste lire et à essayer d'annoter, en fait. À essayer d'annoter et voir ce que je trouvais de récurrent, enfin, ce qui semblait récurrent, que ce soit des stratégies discursives je dis stratégie discursive, mais par exemple, j'annote pas mal la force illocutoire des posts Instagram, ce que la légende essaye de faire, parce que je m'intéresse beaucoup à la légende, mais ça peut aussi être à travers un outil discursif qui est utilisé de manière récurrente, et puis ça va se voir sur des constructions morphosyntaxiques. Ça peut être aussi grâce à la ponctuation, on va retrouver des schémas de ponctuation ou des lettres qui sont utilisées à répétition ou l'utilisation d'emojis, et tout ça, je prends ça comme des points d'entrée pour ensuite garder ça, comme phénomène saillant, en fait, pour l'analyse qualitative finale. Voilà. Merci beaucoup. Guilherme, vous souhaitez aussi intervenir? Oui, mais en portugais. C'est ça? Pas de problème. Pas de problème? Oui. Pas de problème. Car à 7 heures au Brésil, c'est l'heure de dîner, non, bon, j'ai besoin de manger, oui, donc je ne peux pas parler en français. Bom, acho que para essa questão desses grandes corpos e tudo mais, acho que tem uma relação muito interessante com as perguntas que você faz, porque eu acho que disso você consegue filtrando aquilo que você tem, aquilo que de fato te interessa. E além disso, né, existe um problema, eu acho que a Chan falou um pouco disso, porque determinadas coisas, embora falem sobre um determinado assunto, nem sempre citam aquela palavra. Isso acaba fugindo desse tipo de busca, né? Ou seja, as paráfrases que você consegue com aquela para dizer o mesmo com outras palavras acabam fugindo e nem por isso deixam de fazer efeito sobre um mesmo discurso ou, enfim, uma mesma fala, né? Então, acho que isso que a Alice disse de voltar a ler, enfim, tá sempre reconsultando o seu corpus, mesmo que ele seja gigantesco, né? E anotando aquilo que você repara como frequência, como uma determinada estabilidade na formulação, acho que é um bom caminho para se fazer isso. Em janeiro, a gente publicou um artigo onde a gente analisou umas 1.200 matérias da Folha sobre, enfim, aqui no Brasil houve uma distinção entre distanciamento social, quais eram as palavras? Distanciamento social, afastamento social, e distanciamento físico e afastamento físico, enfim. E a gente foi procurar essas coisas todas na Folha, né, para ver o que é que eles vinham publicando, e aí, enfim, reparamos que por período isso vai mudando, até que entra nessa fase do Covid e essas coisas começam a valer para uma questão de saúde e tudo mais. Mas, enfim, a gente utilizou, no caso, o buscador da Folha para procurar exatamente essas palavras, né? Mas se fosse o caso de procurar outras coisas, enfim, você teria que ver qual é a recorrência que isso tem nas matérias que estão sendo publicadas, né? Que outras palavras são usadas para falar disso, e, enfim, fazer uma nova busca trazendo essas coisas, né? Mas é isso, acho que a leitura, como a Alice disse, o retorno ao corpo sempre, né? Acho que é a parte mais importante mesmo. É isso. Obrigada, Guilherme. Je pense que ces commentaires, donc, ils clôturent vraiment trop bien la discussion qu'on a eue tout au long de cet après-midi ou cette matinée, donc, pour les Brésiliens.
Donc, la question de choix, de corpus, je pense qu'elle repose vraiment sur les questions de recherche, finalement, en fait, sur la question de ce qu'on cherche, en fait. Ne pas être submergé par la masse de données en se disant que, de toute façon, on ne va pas pouvoir rendre compte de tout. Donc, il faut faire des choix. Et voilà, je pense que ça rentre dans cet esprit-là. Donc il n'y avait plus de questions, donc je pense qu'on pourra clôturer la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément de la qualité des échanges et puis des communications qui ont été vraiment très éclairantes et très inspirantes pour certaines. Et puis, je pense que demain, on aura l'occasion de revenir sur certains points. Mais je pense que cette question de corpus, de toute façon, elle va nous occuper encore longtemps dans ma démarche d'analyse de discours numérique, parce qu'ils ne cesseront pas d'augmenter, à mon avis. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi. Et vous voulez ajouter quelque chose? Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et à demain, alors. À demain à 14h. Donc, Et à demain. Paris. Merci beaucoup. L'après-midi. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.